Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour vous faire un cours sur les bases de la fiscalité d'entreprise. Ne nous méprenons pas, je vais me fixer un challenge pour vous expliquer ça de la manière la plus rapide, concise et fluide possible. Mais pour être très bon en fiscalité, il faut en dégainer des heures d'apprentissage et des heures de pratique. Dans cette vidéo, on va parler de l'ensemble des grandes taxes qu'il peut y avoir dans les entreprises et je vais vous expliquer quelles sont les taxes derrière tout ça et qu'est-ce que ça peut engendrer pour les boîtes et pour ceux qui sont imposés. Avant de commencer, je fais une spéciale dédicace à notre sponsor sur cette vidéo, Sage, sans qui ce contenu n'existerait pas. Sage, c'est un célèbre éditeur de logiciels qui aide les entreprises, PME, TPE, cabinets d'expertise comptable à gérer la comptabilité, la finance, la paye, les RH de A à Z en toute simplicité. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de Sage sur la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres. Vous pouvez voir ça en description de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis, eh bien, bonne écoute et bon apprentissage. Et c'est parti! Alors mes chers amis, quel va être le programme de cette vidéo? On va parler de plusieurs choses. Nous allons parler des différents régimes d'imposition qu'il existe en France. Ensuite, on va parler de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Puis, on va traiter de la TVA, des taxes assises sur les salaires et de la CET, la contribution économique territoriale. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on pourra parler d'imposition des particuliers. Commençons par les régimes d'imposition qu'il existe en France. Les régimes d'imposition, on va en dénombrer 4 précisément. Et sur ces 4 régimes d'imposition, il va découler des obligations comptables et fiscales qui seront différentes. On va commencer déjà par le premier, the first one, le régime de la micro-entreprise. Le régime de la micro-entreprise, c'est un régime qui a pour vocation à faciliter la vie des entrepreneurs qui n'ont pas une activité qui génère beaucoup de chiffres d'affaires. L'idée, c'est que pour eux, ils se concentrent sur leur business et pas sur la partie administrative de leur activité. Donc, le régime de la micro, il est là pour faciliter la vie administrative, fiscale et comptable des entreprises. Pour pouvoir en bénéficier, voilà ce qu'il va falloir respecter. 1, il faut que si votre activité, par exemple, vous êtes dans la vente de marchandises, eh bien votre chiffre d'affaires ne doit pas être supérieur à 176 200 € au moment où je tourne cette vidéo. Les seuils changent souvent, donc là il faut faire de la veille pour ça. Dans la description de cette vidéo, je vous mets toutes les ressources pour vous aider à vous mettre à jour à la suite de cette vidéo si vous la regardez dans le temps. Donc ça c'est pour la partie, si je vends des marchandises, mon CA doit être inférieur à 176 200 €. Si j'ai une activité de prestation de service, pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, CA inférieur à 72 600 €. Comment l'entrepreneur va être imposé plutôt? En fait, en fonction de son activité, il va y avoir une imposition qui va se faire par rapport à son chiffre d'affaires. Exemple, vous vendez des marchandises et vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires. Eh bien, l'administration fiscale nous dit que la base imposable sera ces 100 000 € moins un abattement de 71%. Donc, vous serez imposé sur 29 000 € parce qu'on dit que vous avez votre chiffre d'affaires de 100 000 moins l'abattement, ça vous donne ici votre revenu qui sera imposable dans le cadre du régime de la micro-entreprise. Par contre, si vous faites une activité de prestation de service, là l'administration fiscale va vous dire que dans le régime de la micro-entreprise, là on n'est plus sur le seuil de 176 000 €, mais plutôt sur le seuil de 72 600 €. Eh bien, si vous faites un CA de 50 000 €, alors votre base imposable sera de 50% de ces 50 000 €, donc 25 000 €. Enfin, si vous êtes sur un régime d'imposition, une activité qu'on appelle les bénéfices non commerciaux, comme les professions libérales par exemple, là, l'abattement sera seulement de 34%. L'idée derrière les abattements sur le régime de la micro, c'est que vous serez imposé sur une base qui devrait correspondre normalement à votre niveau de bénéfice si vous aviez une activité traditionnelle. Si vous avez une activité de négoce par exemple, vous achetez, vous revendez des marchandises, forcément pour vendre des marchandises, il faut en avoir déjà acheté. Et acheter, ça coûte de l'argent. On ne peut pas vous imposer sur la totalité de votre chiffre d'affaires, sachant que vous devez acheter les marchandises, certainement
payez les frais de transport et vous avez des coûts. Quand vous êtes dans une activité de prestation de service, c'est un peu différent parce que vous n'avez pas d'achat de matière première. Vous devez acheter les compétences de quelqu'un. Si vous êtes par contre sur une profession libérale, eh bien, vous allez rémunérer votre propre prestation intellectuelle. Donc, l'abattement sera de moins en moins important. Voilà pour le régime de la micro-entreprise. Ensuite, passons au régime réel. Donc, dans le régime réel, vous allez distinguer deux typologies de régime. Le régime réel simplifié et le régime réel normal. Les deux régimes, ils vont avoir des obligations comptables, fiscales, différentes. Commençons par le régime simplifié d'imposition. Le régime simplifié d'imposition, il est accessible uniquement pour les entreprises qui font un CA entre 170 000 et 789 000 euros pour les activités de commerce et de fourniture de logement, activités de négoce par exemple. Si le CA est compris entre 70 000 et 238 000 euros pour les activités de prestation de services, vous pouvez prétendre au régime simplifié d'imposition. Dans ce cas, vous allez avoir une simplification en matière de TVA. Ça veut dire que vous ne serez pas obligé de faire une TVA tous les mois, mais vous pourrez faire une TVA semestrielle et une TVA régularisatrice annuelle. Donc, simplification de la TVA, ça veut dire que vous faites 2 acomptes de TVA plus un récap de TVA. Donc, ça vous fait finalement 3 déclarations à faire sur l'année. Contrairement au régime réel d'imposition, donc ça veut dire que le régime simplifié, c'est entre les seuils que vous voyez à l'écran, 170 à 789, 70 à 238. Si vous dépassez ces seuils, vous êtes dans le régime réel obligatoire. Là, vous devrez faire une TVA mensuelle, tous les mois. Et ça, c'est obligatoire. Sauf quelques petites exceptions. Dans le cas où, si votre TVA annuelle à payer est inférieure à 4 000 euros, dans ce cas-là, vous pouvez faire des déclarations trimestrielles lorsque vous êtes sur le régime réel d'imposition. Vous avez aussi des facilités ou des simplifications dans la tenue de la comptabilité. Quand vous êtes au régime simplifié d'imposition, vous pouvez faire ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie tous les mois. Donc, vous allez constater les recettes et les dépenses. Et il n'y a qu'à la fin que vous allez constater les créances et les dettes qui devront être soit payées ou évidemment l'argent que vous pourriez avoir à encaisser, vous, entreprise. Aussi, l'alias fiscale est différente avec le régime simplifié d'imposition et le réel normal. Dans le régime simplifié d'imposition, l'alias, c'est quelques feuilles, 5-6 feuilles. Je crois que vous avez le bilan, le compte de résultat. Sur la partie réelle d'imposition, là, vous avez une grosse liasse fiscale à donner et à fournir à l'administration avec beaucoup de détails sur les provisions, sur les amortissements, entre autres. Enfin, vous avez le régime de la déclaration contrôlée qui, lui, est uniquement destiné aux activités BNC, bénéfices non commerciaux, dont le CA hors taxe est supérieur à 70 000 euros. Voilà globalement pour ces régimes d'imposition. Ensuite, passons aux différents types d'imposition qui peuvent exister. Dans les entreprises, on peut avoir 2 typologies qui vont se distinguer. La première, vous avez l'impôt sur le revenu. La deuxième, vous avez l'impôt sur les sociétés. Quelle est la grande distinction entre les deux? Je vais prendre un exemple concret. Vous êtes une entreprise et vous allez vous créer. Lorsque vous allez créer votre boîte, vous décidez de créer avec 2 copains, 2 associés, vous êtes 2 associés, vous allez créer une SAS, Société par action simplifiée. Par nature, cette structure juridique, l'imposition va se faire à l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que toute la vie de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater les produits d'un côté, les charges de l'autre. La différence entre les produits et les charges vous donnera un résultat comptable. De ce résultat comptable, vous allez faire quelques petits retraitements parce qu'il se peut qu'il y a une distorsion entre ce que vous autorise la comptabilité et ce que vous autorise l'administration fiscale. Exemple, vous avez décidé dans votre entreprise d'acheter un véhicule. Le véhicule, vous avez tapé fort. Vous avez pris un gros 4x4 Mercedes luxueux comme véhicule de fonction. Ok, vous avez le droit de prendre un véhicule de fonction. La comptable vous demande de faire quoi? De retracer l'image fidèle. Ça veut dire que lorsque vous allez acheter le véhicule, vous allez devoir l'amortir sur la durée d'utilisation du bien. Ok, ça c'est la compta, vous dit. Là, vous respectez l'image fidèle. Et donc, amortir, ça va constater des charges dans l'entreprise. Et donc, ça va venir diminuer la base imposable à l'impôt sur les sociétés. Oui, mais la fiscalité dit, ok, t'es mignon avec ton 4x4.
Mais moi, je n'accepte la déductibilité des amortissements jusqu'à un certain seuil. Est-ce que le véhicule, il est polluant? Oui ou non? Etc., etc. Quelle est la valeur du véhicule aussi, d'achat, etc., etc. Le bénéfice imposable, il y aura une petite différence. Et donc, il va falloir qu'on calcule un résultat fiscal pour calculer l'impôt sur les sociétés. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est que je fais mes produits moins mes charges, et puis les charges qui ne sont pas déductibles d'un point de vue fiscal, je devrais les rajouter au bénéfice pour avoir mon résultat fiscal qui, lui, sera imposé sur les sociétés. Et donc, il y a un taux d'imposition. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Il était de 33% à l'époque, il est passé à 28%, etc., etc. Et puis, il y a aussi également un taux réduit d'imposition qui existe à 15% en fonction du bénéfice. Donc ça, c'est une première partie de l'histoire. Par contre, il se peut que certaines structures juridiques, d'office, sont imposées sur le revenu. Je reprends l'exemple de ma SAS. Ma SAS, elle, par nature, elle est imposée sur les sociétés. Mais, sur option, la SAS, quand elle va se créer, elle peut opter pour le régime de l'imposition sur le revenu des bénéfices. Ça veut dire que là, l'entreprise est transparente fiscalement au regard de son bénéfice. Reprenons les deux copains. Les deux copains disent « Ok, je veux que ma société soit soumise à l'impôt sur le revenu. » Que va-t-il se passer au regard de l'imposition du bénéfice dans le cadre de cette structure? La SAS, elle peut opter pour l'impôt sur le revenu. Si elle opte, elle doit respecter certaines conditions. On ne peut pas l'utiliser pendant 5 ans. Il faut que le capital social soit entièrement libéré. Il faut que le capital social soit détenu à un certain pourcentage. Mais si l'entreprise décide de faire l'impôt sur le revenu, alors elle va constater ses produits, ses charges. La différence entre les deux, le bénéfice, je passe sous les retraitements, le bénéfice, dans un schéma simple, eh bien, on va le diviser en proportion du pourcentage que détiennent les deux dans le capital social de l'entreprise. Il y en a un qui détient 40% de la boîte et l'autre il détient 60%. Donc ce bénéfice-là, il sera réparti par une quote-part qui va dire que monsieur untel, 60% du bénéfice, eh bien il sera imposé sur sa propre déclaration sur le revenu. Et monsieur untel, son bénéfice de 40%, là, il sera imposé sur sa propre déclaration sur le revenu. Donc ce n'est pas l'entreprise qui est imposée, ce sont les fondateurs de la boîte à proportion du pourcentage de capital qu'ils détiennent dans l'entreprise. Je vous fais l'impasse des différents retraitements qu'il y a à faire là-dessus, mais l'idée générale est la suivante. Donc sur l'impôt sur le revenu, que va-t-il se passer? Si l'entreprise a fait 100 000 euros de bénéfices, 60 000 euros iront directement chez monsieur A. Et monsieur A, lui, eh bien, il aura un revenu ici qui sera dans sa feuille d'impôt sur le revenu, et ce revenu-là, eh bien, il sera additionné à tous les autres revenus de son foyer fiscal. S'il est marié, que sa femme travaille, eh bien, il y aura ses revenus supplémentaires. S'il a des enfants, il y aura des parts en plus sur le revenu. Et donc, l'ensemble des revenus du foyer, eh bien, sera soumis à l'impôt en fonction du barème progressif que vous avez aussi en barre d'infos de cette vidéo. Voilà la distinction entre ces différents types d'imposition. Passons maintenant à la partie TVA, taxe sur la valeur ajoutée. La TVA, c'est quelque chose qui est commun dans le monde des entreprises. À quelques exceptions près, toutes les sociétés sont soumises à la TVA et elles doivent bosser pour l'État. Ça veut dire qu'elles vont facturer à la fois du hors-taxe, de la TVA, et la somme de ces deux montants, hors-taxe plus TVA, donnera le TTC. Exemple, vous fabriquez et vendez des casquettes. Lorsque vous allez vendre ce que vous avez produit, vos produits finis, vous allez facturer 1000 euros de casquette à votre client avec 200 euros de TVA, avec un TTC de 1200. 1000 plus 200 est égal, non pas la tête à Toto, mais 1200 euros. Et dans ce cas-là, si je considère que je n'ai que cette opération-là, eh bien ici j'ai de la TVA collectée. Qu'est-ce qui va se passer? Mon client, je le facture, je le livre, il va me payer. En réalité, ces 200 euros, ce que moi je vais devoir faire entreprise, ça va être de les redistribuer à l'État, ces 200 euros. Lorsque je vais acheter, je vais recevoir la facture de mon fournisseur, il me facture 1200 euros de TTC, 1000 euros hors taxe, 200 euros de TVA. Dans ce cas-là, l'argent que moi j'ai payé à mon fournisseur, les 1200 euros, avec de la TVA qu'on appelle de la TVA déductible, eh bien l'État me devra cet argent.
Il y a une distinction à faire entre la TVA collectée et la TVA déductible. La TVA collectée, c'est la TVA qui vont s'opérer sur les ventes. La TVA déductible, c'est la TVA qui va s'opérer sur les achats. La différence entre les deux, parce que tous les mois et en fonction du régime d'imposition à la TVA, eh bien, en fonction du régime d'imposition, soit la TVA, je vais le faire tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. Je vais devoir déterminer l'ensemble de mes TVA collectés versus l'ensemble de mes TVA déductibles. La différence entre les deux, si j'ai plus de TVA collectée que de TVA déductible, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir de la TVA à payer. Si j'ai plus de TVA déductible que de TVA collectée, la différence sera ce qu'on appelle un crédit de TVA. C'est l'argent que l'État me devra sur la déclaration de TVA que je fais. Pour corser un peu l'histoire, il va y avoir aussi ce qu'on appelle dans la TVA sur encaissement et la TVA sur les débits. La TVA sur encaissement, c'est la TVA que vous allez devoir à l'État. Donc la TVA qui rentrera dans la TVA collectée lorsque votre client vous aura payé. Exemple, vous allez faire une prestation de service pour un client, parce que la TVA sur encaissement, c'est pour les prestations de service. Donc vous faites une prestation de service pour un client. Vous allez lui facturer. Tant que vous n'avez pas reçu l'argent de la part du client, vous ne payez pas la TVA collectée à l'État. Le jour où votre client vous paye, alors là, vous pourrez faire votre déclaration de TVA et dire à monsieur l'État, tenez, je vous donne votre TVA collectée. Inversement, si vous achetez une prestation de service et que vous avez de la TVA sur encaissement, vous ne pouvez demander le remboursement de la TVA à l'État qu'à partir du moment où vous aurez payé. Ça, c'est ce qu'on appelle la TVA sur encaissement. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la TVA sur les débits. La TVA sur les débits, elle est exigible directement au moment de la facturation, au moment de la livraison du bien. Vous allez vendre des marchandises ou des produits finis. Ce qui va se passer, c'est que la TVA sera exigible au moment de la facturation. Donc, vous devrez l'argent à l'État à partir du moment où vous allez facturer. Donc, s'il ne vous a pas payé, vous devez quand même rembourser la TVA à l'État. D'où l'importance, lorsqu'on est dans ce régime-là, avec la TVA sur les débits, il faut avoir un process de recouvrement archi ouf. Parce que vous allez faire le banquier pour la banque si vous n'avez pas la trésorerie de la part de vos clients. Voilà la distinction sur la partie TVA. Maintenant, passons sur les taxes assises sur les salaires. Donc, il existe plusieurs typologies de taxes, 4 sur lesquelles on va parler maintenant, qui sont des taxes dont la base de calcul se fait sur les rémunérations versées au personnel. Ça, c'est des choses que si vous bossez en comptabilité-gestion, en cabinet, en entreprise, ce sont des taxes que vous allez rencontrer continuellement. Parlons d'abord de la première, la taxe sur les salaires. Si vous êtes une entreprise qui n'est pas soumise à TVA et que vous employez du personnel, alors vous aurez une taxe sur les salaires à payer. Vous avez en barre d'infos le détail de l'ensemble de ces choses que vous voyez actuellement, taxe sur les salaires. Autre point, vous avez une autre taxe qui existe, qui est la taxe d'apprentissage et la contribution supplémentaire à l'apprentissage. L'idée, c'est quoi? C'est que toutes les entreprises, évidemment à quelques exceptions près, doivent payer une taxe d'apprentissage sur les rémunérations qu'elles versent à ses employés. 0,68% de la rémunération versée. Vous avez le détail précis avec des exemples en barre d'infos. Vous avez également la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Ça, c'est destiné aux entreprises qui ont plus de 250 salariés. Ça, c'est commun, vous l'aurez tout le temps. Autre chose qui est commune, c'est la contribution unique à la formation professionnelle. Les boîtes cotisent, payent une contribution à la formation professionnelle. Soit vous avez une entreprise de moins de 10 salariés, soit vous êtes plus que 10 salariés. Le taux, il est de soit 0,55% de la rémunération ou de 1%. Quand vous êtes en entreprise et que vous payez cette contribution, l'entreprise a des droits, des obligations, des devoirs dans le cadre de la formation professionnelle de ses salariés. Mais cette contribution, elle sert aussi à financer le système de formation qui est assez exceptionnel en France, par exemple avec le CPF, les contrats de professionnalisation, par exemple. Enfin, vous avez une autre participation qu'on appelle la participation des employeurs à l'effort de construction, 0,45% de la masse salariale, aussi communément appelé le 1% logement. L'entreprise
a cette obligation, à partir du moment qu'elle a plus de 50 salariés, de devoir payer cette contribution. Voilà pour ces 4 taxes assises sur les salaires qui sont très importantes. Et enfin, je vais partir sur la dernière qu'on appelle la CET, la contribution économique territoriale. Donc la contribution économique territoriale, elle est composée de 2 typologies de cotisation. On appelle la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et la CFE. La CVAE, elle va se calculer sur la valeur ajoutée produite par les entreprises. La valeur ajoutée, je le fais de manière très simple et schématique. Vous avez d'une part les produits de la boîte, disons le chiffre d'affaires. Il y a une valeur ajoutée fiscale à calculer, mais vous avez le lien en description. Le chiffre d'affaires, moins les achats réalisés auprès des fournisseurs. Vous avez certaines activités dont la valeur ajoutée, elle est forte. Exemple, vous avez certaines entreprises qui n'ont pas beaucoup de charges externes à payer. Ils n'ont pas de matières premières à acheter, pas de marchandises. Ils ont quelques frais d'électricité, d'assurance, quelques petits frais marketing, mais c'est pas grand-chose. Et donc du coup, si eux, ils ont une valeur ajoutée qui est importante, alors cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises va aider l'État à récolter une taxe, à récolter de l'argent sur cette valeur ajoutée produite par l'entreprise. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle est due pour les entreprises qui réalisent à minima 500 000 € de chiffre d'affaires. Ça se fait sur un barème progressif, mais ça c'est quelque chose qui est assez commun dans les sociétés. Si vous bossez en cabinet, vous aurez à rencontrer ce genre de cotisation. Autre point, vous avez aussi la cotisation foncière des entreprises, la CFE. La CFE, elle va être déterminée par rapport à la valeur locative des biens dans lequel l'entreprise va exercer son activité à titre habituel. Et donc ça, la cotisation, elle est aléatoire en fonction de là où l'entreprise est implantée. Naturellement, on ne peut pas résumer la fiscalité avec cette simple vidéo. Vous avez des professionnels du droit fiscal qui existent, qui passent tout leur temps sur cette thématique à accompagner des particuliers et des entreprises. Avocats fiscalistes. Vous avez des experts comptables aussi, dont la fiscalité est un gros sujet. Là, je vous parle des taxes qu'il faut réaliser, des différentes impôts qu'il va falloir faire et payer pour les entreprises. Ils sont communs, mais il y a beaucoup de choses particulières qui existent. Vous avez la fiscalité immobilière, par exemple. Vous avez les droits d'enregistrement. Vous avez également la fiscalité des particuliers, où vous aurez par exemple des entrepreneurs qui, lorsqu'ils vont vendre des parts sociales, ils feront des plus-values. Ces plus-values, comment seront-elles taxées? Vous avez tout un certain nombre de choses en fiscalité qui sont nombreuses. Si vous souhaitez approfondir la fiscalité et que vous souhaitez performer dans la comptabilité et la gestion, je vous invite vraiment à mort à pousser cette thématique. Parce que la comptabilité, c'est un job en pleine mutation, en pleine digitalisation. Vous avez la partie compta de l'histoire et vous avez la partie accompagnement des entreprises et des entrepreneurs. La comptabilité se digitalise. L'outil tech facilite le traitement de la compta. On va passer beaucoup moins de temps à produire des comptes, bilan, compte de résultat, que faire du conseil aujourd'hui. Et donc, le conseil, quand vous avez un bon vernis fiscal en tant que collaborateur, comptable et financier, eh bien vous pouvez aider l'entreprise à chercher des niches fiscales, optimiser le paiement de l'impôt, tout en utilisant les règles de droit. C'est possible, il n'y a pas des recettes miracles, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent exister pour améliorer le patrimoine de l'entrepreneur. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été archi motivé et donc ça, c'est extrêmement cool. Si vous souhaitez performer en fiscalité, eh bien vous avez un programme complet sur la fiscalité des entreprises et des particuliers directement sur le site internet lesgeeksdeschiffres.com, accessible via la plateforme. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça fera remonter la vidéo un peu partout. Et du coup, ça m'encouragera à en faire toujours plus pour vous apporter toujours plus de valeur. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!